Bonjour à tous. On va parler de la dimension informelle dans les organisations de travail et de son importance. Et pour faire cela, on va faire appel à plusieurs auteurs qui nous font voir, en fait, si vous voulez, les enjeux autour de cette dimension informelle. Et chaque expérience, chaque auteur, effectivement, si vous voulez, s'attarde sur un angle spécifique de cette dimension informelle. Et donc, voilà, nous allons voir. Et en première instance, on va commencer avec Elton Mayo. Elton Mayo, effectivement, qui est considéré comme le chef de file d'un courant managérial, connu aussi sous le nom de ressources humaines, courant de ressources humaines, effectivement, de par le fait qu'il est un des premiers, si vous voulez, à se mettre en rupture avec les enseignements tayloriens, d'accord? Justement en mettant en avant l'importance de cette dimension informelle, l'importance de ces relations sociales au travail, de ces relations humaines au travail. Alors, il met en place toute une série d'expériences avec ses collaborateurs et donc tout au long des années, notamment de 1924 jusqu'en 1932. Et au fil des années, effectivement, il en tire un certain nombre d'enseignements. Alors, une petite parenthèse, c'est que bon, il existe un certain nombre de critiques d'ordre méthodologique vis-à-vis de ces expériences, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse, on met ça de côté, effectivement, n'empêche que c'est important, bien évidemment, c'est important pour les esprits plus pointus, alors, revenons sur l'effet de Hawthorne. Alors, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit, l'effet de Hawthorne, dont il parle effectivement Elton Mayo, comme l'enseignement majeur de ses expériences, n'est-ce pas? Il nous dit effectivement, bon, en résumé, il nous dit que tout au long de ces expériences, on observe qu'effectivement, en augmentant, en favorisant, si vous voulez, les conditions matérielles et physiologiques de travail, ben, la productivité augmente. Sauf que, effectivement, par exemple, quand on augmente l'éclairage, d'accord, bah, il y a une amélioration dans la productivité. Par contre, il observe aussi que ben, quand on n'augmente pas l'éclairage, dans certains groupes de travail, ben, la productivité augmente aussi. Il se dit, mais comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Donc, si vous voulez, l'éclairage, est-ce que c'est un facteur explicatif de productivité, n'est-ce pas? Ou il existe d'autres facteurs explicatifs de la productivité qu'on est en train de zapper, puisque ben, on observe qu'il existe des groupes de travail pour qui la productivité augmente sans que pour autant on augmente l'éclairage. Vous voyez? Donc, et il s'intéresse effectivement à ce phénomène et il se rend compte effectivement le simple fait que les chercheurs se sont intéressés à ces travailleurs, d'accord, à ces groupes de travailleurs pour qui on a augmenté, n'est-ce pas, l'éclairage ou on n'a pas augmenté l'éclairage, mais par contre avec qui on a fait des entretiens, on a fait connaissance, on s'est intéressé à eux. Ce simple fait effectivement de s'intéresser à ces travailleurs a favorisé leur productivité. D'accord, à favoriser leur productivité, effectivement. Donc, vous voyez ici de façon schématique, observation, valorisation, rendement, bah, pour vous dire effectivement ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette observation des travailleurs leur donne le sentiment d'être valorisés et ce qui à leur tour effectivement augmente leur productivité, d'accord? Donc la réaction positive du groupe de travail observé liée à la prise en compte de facteurs psychologique, de leur facteur psychologique, effectivement, est considéré comme ce qu'on appelle l'effet de Hawthorne. Alors, autrement dit, alors tout cela, c'est pour dire la même chose, n'est-ce pas? C'est trois façons de dire la même chose. Donc, ce n'est pas l'amélioration des conditions objectives de travail qui améliore effectivement la productivité, mais l'intérêt que les chercheurs portent effectivement à leurs relations humaines qui permet l'accroissement de la productivité. D'accord? Qui permet de la croissement de la productivité. Alors, pour faire un clin d'œil effectivement à Durkheim, on pourrait dire, ben, finalement, est-ce qu'on pourrait prendre les faits sociaux pour des choses, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait prendre les faits sociaux pour des choses? Si vous voulez, cette expérience, c'est un exemple emblématique pour dire, ben, certainement, ce ne sont pas des choses, en effet. D'accord? Bien que, bon, dans l'esprit durkheimien, les choses sont un peu plus complexes, c'est pas... Alors, quels sont les enseignements, si vous voulez, de ces expériences? Ben, le premier enseignement, c'est qu'il existe toujours une organisation informelle à côté de l'organisation formelle. Il existe toujours une structure informelle à côté de la structure institutionnelle formelle, n'est-ce pas? On n'oublie jamais, on le répète jamais assez. Et alors, pour reprendre effectivement les expressions d'Elton Mayo, le bureau de méthode ne connaît que le système formel, en effet.
c'est l'esprit taylorien et l'esprit de l'organisation formelle. Il ne se préoccupe que de cette dimension formelle des choses, de cette dimension institutionnelle. Effectivement, il engage un contremaître, effectivement un expert, un scientifique, il envoie ça sur le terrain, il formalise un certain nombre de choses, mais en effet, ce sont des connaissances formelles. D'accord, ce sont des connaissances formelles. Mais, et justement, Elton Mayo met en place l'importance, si vous voulez, des rôles des leaders d'opinion au sein des organisations de travail. D'accord, ces leaders d'opinion qui connaissent, eux, plus que l'expert scientifique de Taylor, d'accord, ce qui se passe sur le terrain. D'accord, dans une certaine mesure. Ils ont aussi des connaissances de toute autre nature, effectivement, que les connaissances de l'expert scientifique de Taylor, du bureau de méthode de Taylor. D'accord. Alors, toujours dans la continuité, si vous voulez, de ces enseignants, de ces enseignements. Donc, il nous dit qu'effectivement, par exemple, il interprète les flâneries au travail comme des résistances au changement. Il nous dit qu'il existe, par exemple, un système de protection des casseurs de cadence, c'est-à-dire de façon informelle, bien évidemment, on protège justement ces mécanismes qui ralentissent la production, n'est-ce pas? Qui ralentit la production, puisqu'il ne faut pas en produire trop, n'est-ce pas? Puisqu'il ne faut pas augmenter trop la productivité pour des raisons X et Y, mais en tout cas pour des raisons informelles, effectivement, par ces mécanismes informels qui se mettent en place contre justement la cadence de travail qui s'accélère, n'est-ce pas? Bref, en tout cas, on prend en considération ces relations humaines au travail, cette structure informelle au travail qui, en réalité, nous révèle pas mal de choses et parfois des choses plus importantes que ce que le bureau de méthode pourrait nous révéler. D'accord? Et dans un esprit idéal typique, effectivement, on pourrait parler de deux types de logiques, mesdames, messieurs. Dans un esprit, si vous voulez, caricatural, on pourrait effectivement mettre en avant la logique de production, la logique de l'efficacité, n'est-ce pas, la logique institutionnelle, la logique formelle d'un côté, et de l'autre côté, la logique des sentiments, la logique informelle, la logique cachée, d'accord? Et en la matière, effectivement, d'un côté, on a la question de la production comme la préoccupation centrale, de l'autre côté, la question de la coopération. D'un côté, on a l'organisation formelle, de l'autre côté, on a l'organisation informel. Donc, je vais prendre un bic, effectivement. Donc, d'un côté, on a des objectifs économiques dans l'entreprise, on a des objectifs institutionnels, des objectifs annoncés, et de l'autre côté, effectivement, on a des objectifs cachés, on a des objectifs, des choses qui sont non dites, on a des croyances et des valeurs du groupe de travail, effectivement, qui ne sont pas forcément écrites quelque part. D'un côté, on a il faut travailler l'organisation technique de l'entreprise. De l'autre côté, effectivement, il faut travailler la motivation et l'esprit de l'entreprise. Si vous voulez, ces enseignements ont des implications pratiques sur le plan managérial, n'est-ce pas? Sur le plan pratique, vous voulez agir sur une organisation, bien évidemment, il faudrait travailler l'aspect formel, la question, les questions de productivité, les logiques annoncées, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier, et c'est ça l'enseignement majeur d'Elton Mayo, il ne faut pas oublier cette dimension informelle, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi prendre au sérieux, si vous voulez, l'esprit de l'entreprise, la motivation des travailleurs, les relations entre les travailleurs, la dynamique de groupe, effectivement, de l'organisation du travail. Alors, on va parler brièvement de Michel Crozier et de son intérêt, justement, pour cette organisation informelle. Alors, je précise que, bon, c'est pas un cours de sociologie à proprement parler, puisque Michel Crozier construit une école de pensée à part entière, effectivement, et mérite à lui tout seul, effectivement, un cours entier. Ici, c'est tout simplement pour dire que, voilà, il y a toute une série de chercheurs, toute une série de penseurs qui s'intéressent à la dimension informelle de différentes façons, problématisent cette dimension informelle à partir des angles différents. Et quel est l'angle de Michel Crozier? Effectivement, Michel Crozier problématise la question de la dimension informelle à partir de la question du pouvoir, d'accord? À partir de la question du pouvoir. Et comment est-ce qu'il définit le pouvoir? Alors, il définit le pouvoir de manière suivante, c'est-à-dire que X
exerce un pouvoir sur Y pour autant que Y ne parvient pas à prédire le comportement de X. C'est-à-dire, pour autant que X puisse se rendre imprévisible pour Y, X exerce un pouvoir sur Y. Bon, je simplifie, bien évidemment, d'accord? Alors, ce qui signifie effectivement que un acteur qui est le plus imprévisible est un acteur qui est le moins contrôlable. Vous voyez? Qui est le moins contrôlable, d'accord? Et en ce sens, effectivement, Michel Crozier, effectivement, développe un concept, développe le concept de zone d'incertitude. Les zones d'incertitude, ce sont justement ces zones où les acteurs, les zones d'action où les acteurs sont imprévisibles dans leurs actions. C'est-à-dire que les acteurs cherchent à développer ces zones d'incertitude, c'est-à-dire des marges d'action où on ne peut pas prédire ce qu'ils vont réaliser comme action, ce qu'ils vont mettre en place comme action. Et donc, ces zones d'incertitude, en réalité, sont des marges d'imprévisibilité des acteurs. Ce sont des zones de liberté, d'accord? Ce sont les libertés des acteurs. Donc, il faut bien comprendre cela. Et donc, à partir de cette question, à partir d'une telle définition de pouvoir, d'accord? D'une telle définition de pouvoir, avec cette conceptualisation de zone d'incertitude, d'accord? Donc, Michel Crozier nous dit quoi? Il nous dit qu'effectivement, l'acteur, effectivement, l'acteur des organisations, les acteurs dans les organisations cherchent constamment de façon évolutive, en quelque sorte, d'accord, cherche constamment à développer des zones d'incertitude. Et cette idée que l'organisation taylorienne ou bureaucratique, peu importe, donc cette idée que l'organisation formelle cherche à formaliser les actions de production des acteurs, cherche à instaurer des règles, de la réglementation pour pouvoir homogénéiser les comportements, effectivement, est voué à l'échec, en quelque sorte, puisque il existe une prédominance de l'organisation informelle sur l'organisation formelle, d'accord? Puisque la structure informelle de l'organisation est bien puissante, effectivement, s'installe dans l'organisation et ne se laisse pas faire aussi facilement. D'accord? Ne se laisse pas faire aussi facilement. Que dire encore à ce sujet? Donc, il y a un caractère dynamique et évolutif de l'acteur social en quête de pouvoir, bien évidemment. C'est-à-dire, même si vous allez mettre en place un certain nombre de règles dans votre organisation, qu'est-ce qui se passe? Puisque l'acteur, il est toujours à la recherche à la recherche d'un développement continu des zones d'incertitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer effectivement de nouvelles zones d'incertitude. Mais vous allez en tant qu'organisateur, en tant que manager, vous allez vouloir mettre en place de nouvelles règles. D'accord? Vous allez vouloir mettre en place de nouvelles règles pour pouvoir contrôler, rendre prévisibles ces nouvelles zones d'incertitude. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? L'acteur, dans une démarche évolutive, d'accord, va développer de nouvelles zones d'incertitude. Et c'est ainsi qu'on entre dans ce qu'il appelle un cercle vicieux, d'accord, un cercle vicieux de réglementation, un cercle vicieux bureaucratique. D'accord? Un cercle vicieux de réglementation, un cercle vicieux bureaucratique. Bon, schématiquement, effectivement, j'ai représenté cela comme tel. Donc, la contrôlabilité des zones d'incertitude, qui est la volonté des organisations bureaucratiques, d'accord? Qui est la volonté, disons, de la formalisation des organisations. Donc, cette volonté de la contrôlabilité des zones d'incertitude, effectivement, pousse les managers, pousse les organisations bureaucratiques à inventer de nouvelles règles, d'accord? Sauf qu'effectivement, ils ne maîtriseront jamais les zones d'incertitude puisque les acteurs vont retrouver, d'accord, de nouvelles marges d'imprévisibilité dans leurs actions, n'est-ce pas? Et ainsi, effectivement, on se retrouve avec toute une masse de réglementations qui se contredisent et que finalement, il existe toujours des trous, d'accord, qui ne sont maîtrisés que par les acteurs de terrain.
d'accord, qui ne sont maîtrisés que par les acteurs de terrain, d'accord. Donc les organisations bureaucratiques produisent des cercles vicieux, d'accord. Donc contrairement aux cercles vertueux, effectivement ici on parle de cercles vicieux. Donc et c'est quoi ce cercle vicieux? C'est le fruit d'une reproduction bureaucratique des règles formelles, d'accord, dans l'espérance effectivement. Disons, dans l'espérance euh, de la plus grande contrôlabilité des actions des travailleurs. Alors, toujours dans l'intérêt de citer quelques travaux qui étudient la dimension informelle, on peut parler des travaux de Selznick. Alors, les travaux de Selznick qui s'intéressent à cette dimension informelle, mais à partir d'un autre angle, notamment l'angle de la décentralisation, d'accord? Il s'intéresse effectivement au phénomène de la délégation de pouvoir, au phénomène de la décentralisation, à ce qu'on pourrait aussi appeler de nos jours la démocratie locale, d'accord? Et de dire, ben oui, quelles sont les conséquences imprévues, effectivement, de cette décentralisation. Si vous voulez, les travaux de Michel Creusier, d'une certaine manière, s'intéressent à ces conséquences imprévues de la centralisation du pouvoir dans l'organisation bureaucratique, d'accord, dans une organisation hiérarchisée, d'accord. Ici, en l'occurrence, on fait le contraire, c'est-à-dire, ben oui, ben, on va décentraliser. D'accord, on va décentraliser, mais quelles sont les conséquences imprévues de cette décentralisation? Quelles sont les conséquences imprévues de cette délégation de pouvoir? D'accord? Et c'est ainsi qu'on parle de l'organisation informelle, c'est ainsi qu'on parle, effectivement, qu'il parle de la structure humaine, d'accord? De la structure humaine pour parler, effectivement, de cette dimension informelle. Alors, je précise aussi que les travaux de Selznick, effectivement, sont réalisés bien avant Creusier, mais ici, moi, je ne suis pas un ordre chronologique, disons, je ne donne pas un cours d'histoire, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je présente les choses, effectivement, dans l'ordre qui me paraît le plus intéressant. Alors, Selznick, qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il se pose cette question-là, à savoir dans quelle mesure la délégation d'autorité, cette décentralisation, peut produire une cascade de conséquences imprévues. Alors, il étudie effectivement, il fait une étude de terrain, puisque pour étudier l'organisation informelle, pour étudier la structure humaine, effectivement, il faut faire une étude de terrain. La structure informelle n'est pas prévisible par les études, si vous voulez, quantitatives, par les études où le chercheur est enfermé dans la bibliothèque. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Il faut effectivement une démarche ethnographique, j'ai envie de dire, pour pouvoir saisir cette structure informelle. Alors, il nous pose la question suivante, quelles sont les conséquences imprévues? Et pour cela, effectivement, il étudie l'agence TVA. Alors, la TVA, bon, on ne parle pas de la valeur de taxe sur la valeur ajoutée, ça n'a rien à voir. Ici, la TVA, il s'agit effectivement d'une agence qu'on a mise en place aux États-Unis dans les années 30, dans un esprit de décentralisation, d'accord? Et comme disons, dans toute politique de décentralisation, on a les mêmes objectifs. Quels sont les objectifs? Ici, en l'occurrence, les objectifs sont identiques pour toute action, toute politique de décentralisation. On cherche la même chose. Quels sont les objectifs? Décentraliser des responsabilités, c'est-à-dire responsabiliser les acteurs de terrain, d'accord? Leur donner un pouvoir décisionnel en disant vous avez le plein pouvoir, n'est-ce pas? Et par conséquent, on attend à ce que vous preniez les meilleures décisions, les décisions les plus appropriées, d'accord, qui correspondent effectivement aux enjeux de terrain, n'est-ce pas? Et donc, rapprochant le terrain et des enjeux locaux, en effet, et les interactions entre les membres de l'organisation définissent les objectifs. Ainsi, effectivement, on aimerait bien que les acteurs de terrain interagissent et décident tous ensemble, d'accord, des décisions qui leur conviennent, tout simplement, d'accord? Ça, c'est, si vous voulez, les objectifs manifestes, d'accord? Les objectifs manifestes de toute décentralisation. Bref. Alors, quelles sont les conséquences imprévues selon Selznick? Effectivement, il nous dit... vous êtes un peu naïf. En effet, c'est qu'il faudrait savoir que quand vous décentralisez, il faut effectivement s'attendre à une multiplication des acteurs. C'est-à-dire, même si le pouvoir central décentralise, délègue le pouvoir, n'empêche qu'il garde quand même un minimum d'œil dessus, d'accord? Il faudrait un minimum de contrôle. Du coup, sa présence n'est pas effacée, vous voyez? Enfin, c'est un peu normal aussi, en quelque sorte. Du coup, il y a le pouvoir central, il y a l'État, il y a le gouvernement fédéral, il y a l'agence TVA, ensuite il y a des partenaires, il y a des associations, jusqu'aux, disons, les acteurs de terrain.
le pouvoir est partagé, n'est-ce pas? Les pouvoirs est partagé. Et du coup, tout cela, ça rend, disons, ça transforme le système très complexe, d'accord? Le système d'une prise de décision. Ça, c'est effectivement, il parle d'une effroyable complexité au niveau des procédures de prise de décision qui, à la base, vous se voulez très décentralisé, simplifié, d'accord? Très simplifié. Et du coup, voilà, ça c'est une des conséquences imprévues. Alors la deuxième conséquence imprévue, c'est un certain niveau de clientélisme qui peut s'installer lors d'une décentralisation, d'accord? Lors d'une décentralisation, en ce sens que, baby, les relations étroites entre les acteurs à qui on a donné de pouvoir, d'accord? Les relations étroites entre les acteurs sont des relations d'ordre informel, n'est-ce pas? Et du coup, il existe des groupes de pression qui viennent vouloir effectivement faire pression, faire valoir leurs intérêts, et tout cela dans un cadre informel, puisque c'est ce qu'on a voulu mettre en place d'une certaine manière en simplifiant l'organisation par une décentralisation. Et tout cela, ça crée effectivement un système fondé sur le clientélisme. Donc, deuxième conséquence imprévue, le clientélisme. Premièrement, la complexité, n'est-ce pas? Deuxièmement, le clientélisme, effectivement, de par la création des relations très très informel, d'accord? La création, le développement des relations très très informelles. Et finalement, effectivement, il nous dit que la structure humaine, c'est-à-dire cette organisation informelle, effectivement, favorise l'émergence de nouveaux centres de besoin de pouvoir éloigner du projet initial. Finalement, les acteurs de terrain qui devaient prendre des solutions appropriées par rapport aux enjeux de terrain prennent des décisions sur base des intérêts des uns et des autres. En tout cas, ils sont loin des objectifs de départ. D'accord? Alors, on n'est pas en train de dire qui a raison, qui a tort, mesdames, messieurs. On n'est pas en train de dire c'est bien de décentraliser, c'est pas bien de décentraliser, c'est bien l'organisation bureaucratique, c'est pas bien l'organisation bureaucratique. On est en train de dire quelles sont les conséquences imprévues dans une organisation décentralisée et dans une organisation bureaucratique. D'accord? Donc, avec Creusier, effectivement, on a parlé de ce cercle vicieux bureaucratique, et ici on parle effectivement de ces conséquences imprévues de délégation de pouvoir. Mais tout ça pour dire la même chose, pour dire qu'il existe une organisation informelle, il existe une structure humaine, d'accord, que vous devez voir, que vous devez prendre en compte, d'accord. Alors dans votre centralisation des décisions ou dans la décentralisation des processus de décision, d'accord. La structure informelle, la structure humaine modifie le sens, les modalités, les conséquences prévues par la structure formelle. Si vous voulez, c'est le résultat de l'étude de Selznick. Et il nous parle de l'effet de pénétration de l'environnement dans l'organisation. L'effet de pénétration de l'environnement, c'est-à-dire tous les acteurs, tous les actants, j'ai envie de dire, tous les êtres humains et non humains qui constituent cet environnement pénètrent effectivement dans l'organisation formelle et ainsi modifient, si vous voulez, modifient les objectifs de base de cette organisation formelle. Alors, avec les auteurs qu'on vient de citer, Maillot, Creusier, Selznick, effectivement, on a une compréhension primaire, si vous voulez, des enjeux de l'organisation informelle. D'accord? Très bien. Maintenant, la question qu'on peut se poser de façon très légitime est la suivante, c'est-à-dire dans quelle mesure on n'exagère pas, si vous voulez, le pouvoir de l'organisation informelle. Dans quelle mesure, quels sont les critères de prédominance de l'organisation informelle sur l'organisation formelle et vice-versa. D'accord? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Quels sont les critères qui influencent l'impact de l'organisation informelle sur l'organisation formelle? Donc, je repose la même question de différentes manières. Hein. Nous sommes bien d'accord. Ça va? Et effectivement, on pourrait citer un certain nombre de critères. Par exemple, on pourrait parler de la taille de l'organisation. Il est évident, effectivement, que la taille de l'organisation a un impact
d'accord, a un impact sur l'importance de l'organisation informelle et sa prédominance sur l'organisation formelle. Dans une petite entreprise de 5 personnes, d'accord, l'organisation, effectivement, est très dépendante de l'organisation informelle, d'accord. Disons, les réunions sont organisées de façon informelle, les choses sont dites de façon crue et la formalisation des relations de travail est beaucoup moins importante que dans une organisation de 1000 personnes. Vous imaginez? Ça ne veut pas dire que dans une organisation formelle dans une grande organisation de 1000 travailleurs, il n'existe pas l'organisation informelle. Ça ne veut pas dire ça. Bien au contraire. Elle y est, elle est présente. Effectivement, elle peut être très puissante aussi en fonction de d'autres facteurs. Mais toute chose égale par ailleurs, d'accord, toute chose égale par ailleurs, dans une grande organisation, effectivement, on s'attend à avoir un impact plus important pour l'organisation informelle. Formelle. Alors, le deuxième critère qu'on pourrait citer, effectivement, c'est le style de leadership. Le style de leadership, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la personnalité plutôt du manager qui pourrait aussi avoir son influence. Alors, ça paraît contradictoire, mais on pourrait envisager effectivement une organisation Fordiste, une organisation taylorienne, avec un leadership de type social, avec un leadership de type conciliant, d'accord, avec un leadership qui n'est pas du tout à l'image, disons, d'un leadership autocratique qui convient justement pour une organisation taylorienne, vous voyez. Donc, le style de leadership, c'est-à-dire la personnalité du management, aussi, ça a son influence, effectivement, d'accord. Et alors, on verra plus tard, effectivement, les différents types de leadership, et à ce moment-là, on en parlera, mais en effet, c'est aussi un des critères qui peut impacter cette problématique. Un autre critère aussi qui est très important, j'ai envie de dire c'est peut-être le plus important, c'est la technicité de l'objet de travail. C'est l'objet de la production. Qu'est-ce qu'on produit dans cette organisation de travail? Est-ce qu'on produit un service? Est-ce qu'on produit un bien? Et quelle est l'importance disons, de cette production? Alors, je vais très rapidement donner un exemple. Dans une organisation qui produit de l'électricité nucléaire, d'accord, ben, les protocoles de production doivent strictement, impérativement être respectés comme tels, d'accord. L'organisation formelle a une importance, disons, tout autre que dans un service social, de centre de santé mentale, où on produit un service de toute autre nature, vous voyez, de toute autre nature. Donc, cette technicité de l'objet du travail, la nature du produit qu'on produit, qu'on fabrique, effectivement, influence aussi, si vous voulez, les relations de travail, influence aussi l'impact de l'organisation informelle sur l'organisation formelle, n'est-ce pas? Et finalement, je pourrais aussi parler du capital social des travailleurs au sein de l'organisation, du capital social au sens bourdieusien, je ne parle pas au sens de Putnam, donc au sens bourdieusien, et qu'est-ce qu'on a effectivement, alors même au sens de Putnam, on pourrait en parler, mais bon, c'est pas la leçon ici, on ne va pas mélanger les choses, mais au sens bourdieusien, au sens où le capital social, en tant que, enfin, les ressources sociales, les ressources, d'accord, c'est-à-dire les individus qui sont dans une entreprise peuvent être des ressources pour les autres travailleurs et ils peuvent effectivement leur donner un coup de main, ils peuvent se connaître, ils peuvent manger ensemble sur le temps de midi, ils peuvent s'inviter aux fêtes d'anniversaire de leurs enfants en dehors du travail. En tout cas, les individus effectivement disposent d'un capital social dans les organisations du travail, d'accord? Et ce capital social a toute son importance, effectivement, dans l'impact de l'organisation informelle sur l'organisation formelle. Donc, vous imaginez bien que dans une organisation dans laquelle votre capital social n'est pas très élevé, d'accord, vous allez davantage être attaché
aux règles formelles. Vous voyez? Tandis que dans une organisation dans laquelle vous connaissez tout le monde, effectivement, vous connaissez davantage les zones d'incertitude, vous connaissez davantage les trous, j'ai envie de dire. Vous sentez, effectivement, vous avez davantage de liberté d'action, n'est-ce pas? Et donc, alors, on peut trouver un indicateur en la matière, on peut parler, par exemple, du taux de rotation, d'accord? Par exemple, dans une agence dans une organisation de travail dans laquelle le nombre de travailleurs intérimaires est très élevé, on pourrait imaginer que l'organisation formelle a une prédominance sur l'organisation informelle, et vice-versa. D'accord? Et vice-versa. Bon, tous ces éléments, effectivement, sont des présuppositions, sont des hypothèses qui ne sont pas confirmées par des études, si vous voulez, sont des études, ça c'est une première chose, et qu'il faut comprendre tous ces éléments-là en termes de toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire les autres facteurs sont figés, congelés, et après on se concentre sur ces critères dont on parle. Donc, et après, une dernière remarque que j'avais déjà faite auparavant, c'est que c'est très difficile, si vous voulez, de mesurer l'impact de l'organisation informelle sur l'organisation formelle. Pourquoi? Parce que l'organisation informelle est principalement saisissable via les études qualitatives. D'accord, via les études ethnographiques, via une approche de terrain de longue durée, effectivement, c'est-à-dire une approche qui est difficilement quantifiable, difficilement objectivable. Et du coup, il est très difficile de parler en termes de dans quelle mesure. Vous voyez, il est très difficile de vouloir quantifier les choses en disant l'organisation informelle a une prédominance sur l'organisation formelle et de vouloir quantifier les choses puisque l'organisation informelle ne se laisse pas voir que grâce aux études qualitatives, dont les résultats sont difficilement quantifiables.